Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 117. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors, je vais pas prendre énormément de temps en introduction parce que vous l'avez peut-être vu, on a une longue entrevue aujourd'hui. C'est un long épisode, mais la raison pour laquelle l'épisode est plus long qu'à l'habitude, c'est que je ne pouvais simplement pas arrêter de boire les paroles de mon invité. Il y avait trop de sujets que j'avais envie de traiter avec elle. Et honnêtement, ça a créé une discussion tellement riche qui allait dans tellement de tangentes différentes, mais qui, ultimement, faisait énormément de cohésion, qu'on a décidé qu'on gardait naturellement, l'épisode intact et que je voulais vous l'offrir en entier. Une petite avertissement, et c'est vraiment, vraiment dommage, mais le son de mon micro, je ne sais pas ce qui est arrivé. En général, on teste toujours cette fonctionnalité-là. Le son de mon micro est un peu muted, hein? Il est un peu estompé. On comprend très bien ce que je dis, c'est juste qu'il y a une qualité audio qui est malheureusement pas la même qu'à l'habitude. Donc, j'espère que vous allez quand même être capable de apprécier cette entrevue. Et je vous ai même pas dit qui on a invité aujourd'hui. Je parle avec Rachel Hood-Simard et la raison pourquoi j'ai invité Rachel sur l'ambition au féminin, c'est que ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on se suit. On a même collaboré ensemble sur un projet back en 2020, je crois. Oui, c'est ça. C'était début 2020. Et elle est la fondatrice notamment d'un groupe que je trouve un des meilleurs groupes sur Facebook, qui est le groupe des professionnels du numérique du Québec. Et je vous présente un petit peu dans le fond qui elle est. Je vais vous lire sa petite bio, comme je fais à l'habitude, là, naturellement. Donc, Rachel Hood-Simard, elle a eu une carrière de plus de 20 ans en communication marketing à l'intersection du numérique social et du branding. Rachel, c'est une stratège sociale qui est spécialisée en création de communauté. Et vraiment, c'est cette notion de communauté qui me fascine chez elle parce qu'elle a une connaissance très nuancée et profonde de ce que ça veut dire une communauté à l'ère du web 2.0 et même 3.0, là où on s'en va dans les prochaines années. Rachel accompagne les marques et organismes qui cherchent à développer des meilleures relations avec leur communauté, qu'elles soient composées de clientes, d'utilisateurs ou d'utilisatrices, d'auditoires, de donateurs, d'employés ou même des voisines, autant en ligne qu'en personne. En 2018, Rachel a fondé la communauté de pratique des professionnels des communications numériques du Québec, qui regroupe aujourd'hui plus de 12 000 membres et elle est présentement dans le processus d'écrire un livre d'affaires portant sur les entreprises sociables. Et vous allez voir, il y a tellement d'humanité, il y a tellement de vulnérabilité, de profondeur, de réflexion dans l'expérience pas juste professionnelle, mais aussi l'expérience de vie que Rachel a. J'ai super hâte que vous rencontriez sa sagesse à travers cette entrevue. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec Rachel. Salut Rachel, bienvenue sur l'ambition féminin. Allô Tatiana, merci pour l'invitation. Trop contente de te parler. Comme on parlait juste avant notre going live, ça fait presque exactement 3 ans qu'on s'est vu en personne et qu'on s'est vraiment parlé de façon continue, là. On s'est suivi sur les réseaux sociaux, mais on avait organisé un événement, Date ton GC, Date ton gestionnaire de communauté. Puis voilà, c'est des beaux souvenirs.
Oui, effectivement. Puis une chance qu'on a la technologie parce que je pense qu'on se disait aussi nos cerveaux, ils rushent avec tout ce qui est arrivé dans les 3 dernières années. Puis je pense aussi juste de façon cognitive, on a tous perdu des morceaux depuis les dernières années d'une façon sociétale. Là. Mais c'était une soirée où justement vous aviez vraiment l'intention de pouvoir outiller les gens dans notre industrie pour mieux comprendre c'est quoi le métier de gestionnaire de communauté. Puis j'avais trouvé ça vraiment formidable, de 1 comme invitation, de 2 comme opportunité, justement, pas juste pour les gestionnaires de communauté d'être vus, d'être entendus, d'être compris, mais d'essayer de résoudre ce mystère-là de cette nouvelle carrière-là. En tout cas, j'ai hâte, puis je nous pitch l'invitation ouverte, on devrait le refaire, puis essayer de voir, OK, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois qu'on s'était parlé? Qu'est-ce qui a pas changé? Ouais. Fait que je lance ça comme ça, vraiment pas awkward du tout live, mais je pense que ça serait tellement une belle façon de se revoir en personne. J'adore, puis c'est drôle, tu dis « vous », mais c'était juste moi. Tu vois, de la façon que tu l'avais organisé, j'avais l'impression que tu avais une équipe. Fait que chapeau à toi. Mais chapeau à moi, parce que honnêtement, à chaque fois que quelqu'un me suggère de faire un événement, je suis comme « yes », puis après ça, je suis comme « oh my god ». J'ai dit oui, je déteste organiser des événements, puis le jour de l'événement, je suis comme « yes », genre tout va bien, comme j'adore ma vie. Je te comprends tellement. Je pense qu'on va se parler après l'épisode. Yes. On va voir ce qu'on peut créer parce que c'était un beau panel aussi. Bref, là, on est en train de faire du FOMO, méga FOMO pour ceux qui écoutent parce qu'ils n'étaient pas là. Mais, ouais, comme quoi que M. ta marque faisait des trucs quand même très, très cool. Il y a quand même un petit bout de temps de ça aussi. Ça fait longtemps que t'es cool, c'est ça que ça veut dire. Ça fait longtemps que je suis cool, aussi. Toi, Rachel. Fait que voilà. Alors, je fais toujours ma question brise-glace. Puis ma question brise-glace pour toi aujourd'hui, c'est relié à l'ambition. Est-ce que l'ambition, pour toi, le mot ambition, qu'est-ce que ça porte en lui? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est intéressant. C'est une question qui, je trouve... Écoute, le mot ambition est très galvaudé. Je pense on riait aussi juste avant. Il y a une liste de mots galvaudés qui tout d'un coup, on est comme, on a-tu le droit de le dire? Ça a changé de définition. Fait que le mot ambition, pour moi, a beaucoup changé dans ma définition personnelle de ce que ça veut dire. Au début, je pense en début de carrière, l'ambition était très verticale. J'avais des ambitions de graver les échelons. Je voulais des titres, je voulais voir le salaire augmenter. Il y avait comme toutes ces notions que j'avais appris qui dictaient que l'ambition, c'est vers le haut que ça se passe. Mm-hmm. Puis je pense que depuis les dernières années, surtout les 2 dernières années, le mot ambition, maintenant, c'est plus quelque chose d'horizontal pour moi. C'est pas de gravir des échelons, c'est pas de voir... Tu sais quoi, je vais jamais me plaindre si le salaire augmente, là, on s'entend-tu? Mais je pense que c'est d'avoir moins de silos dans ma propre carrière et d'avoir plus une approche holistique. Tu sais, d'être bien dans... Écoute, j'ai des ambitions familiales, j'ai des ambitions personnelles, j'ai des ambitions professionnelles, j'ai des ambitions romantiques. On a tous besoin d'avoir une direction vers laquelle on veut s'en aller, qui nous permet de pas perdre le nord, mais comment tu vas y arriver, puis même la destination elle-même, j'ai appris à accepter que c'est jamais exactement ce que tu pensais que ça allait être quand tu l'avais identifié au début. Fait que mes ambitions d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement... En fait, c'est drôle, parce que j'ai retrouvé mon journal intime de quand j'étais adolescente, puis je pense que mes ambitions d'aujourd'hui sont plus proches à Rachel de 13 ans que mes ambitions de Rachel de, disons, genre 25 ans. Ou même Rachel de 30 ans, ou de 35 ans, ou même Rachel de 40 ans. C'est pas du tout les mêmes ambitions, mais je me retrouve à renouer, je pense, avec plus le côté rêve du mot ambition, moins le côté obligation du mot ambition. Tu sais, c'est moins responsabilité, c'est plus rêver. Devenir. Oui, puis dans explorer, puis tenter, puis essayer des choses. Tu sais, je pense dans ma carrière, c'était beaucoup... Tu sais, si tu veux être stratège, ben tu dois faire, tu sais, en première, analyste, puis après ça, tu vas faire coordonnatrice de projet, puis après ça, tu vas faire, tu sais, il y avait comme plein de tâches que je voulais faire avant de pouvoir avoir ou mériter. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce que même mériter, c'est un autre beau mot là, qui tombe peut-être dans la vieille version du mot ambition, c'est de mériter.
ton ambition. Ouais. Maintenant, c'est pas ça. Je pense que je veux juste tenter plein de choses différentes puis dire vraiment pourquoi pas? Pourquoi pas écrire un livre? Pourquoi pas refaire un nouvel album? Pourquoi pas faire, tu sais, faire de l'improvisation? Je pense que c'est peut-être à cause de ma quarantaine, c'est peut-être à cause de la pandémie, mais c'est vraiment ça pour moi l'ambition. C'est juste le pourquoi pas plutôt que... Ouais, puis ce que j'entends, c'est vraiment... Puis c'est drôle parce que l'autre question que je pose souvent, c'est qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Parce que on renoue avec cette notion de plaisir au lieu de la logique de voici ce que tu dois. Tu sais, Ouais. puis je pense qu'il y a un moment donné dans notre vie où on arrête de se faire guider par le plaisir, puis on commence à se faire guider uniquement par le rationnel. Absolument. C'est là, genre, que ça comme fuck toutes les cartes. Ben oui, parce que comme on grandit, on a des taxes à payer, on a, tu sais, si t'as des enfants, tout d'un coup, t'as des bouches à nourrir, t'as des corps à vêtir, t'as un toit à soutenir, tu sais, il y a comme toutes ces responsabilités-là qui font en sorte que ta carrière, c'est plus une façon de t'accomplir, t'es plus dans la pyramide. Dans la pyramide de besoins, c'est comme tout d'un coup, c'est plus le top de la pyramide, le sens de l'accomplissement, ça redescend au non. Il faut juste que j'arrive à soutenir mes besoins fondamentaux, puis que c'est là où ce que tout d'un coup, la carrière devient un outil pour atteindre, tu sais, pour pouvoir répondre à tes besoins fondamentaux, plutôt que d'être justement ce rêve d'enfance-là. Qu'est-ce que je voulais être quand j'étais jeune? Tu rirais, là, mais j'avais tellement... C'est pas pour rien que je m'appelle polymathe. Je pense que j'ai toujours été polymathe. Pendant longtemps, je voulais être une chanteuse de punk. Nice. Après ça, je voulais être anthropologue. Je voulais être pédiatre. Premièrement, j'ai appris vite que je suis pourrie en mathématiques. Fait que tout ce qui était les sciences pures, c'était comme whoop par la fenêtre. Quoi d'autre? Écoute, j'ai voulu être plein de choses. Comédienne, ça a été quelque chose qui a longtemps guidé, je pense, ce que je trouvais intéressant. Puis, je voulais écrire des livres. Pendant longtemps, ça aussi, ça avait été quelque chose. J'écrivais. C'était juste naturel. Je faisais de la poésie, je faisais du chant, je faisais plein de choses quand j'étais jeune. Fait que, ouais, puis c'est drôle parce que quand je dis ça maintenant, puis c'est pour ça que tantôt je disais, mon ambition est plus horizontale. Mon rôle de stratège, je me considère plus comme anthropologue, sociologue que d'autres choses, même si j'ai jamais appris de façon formelle comment faire de la recherche scientifique ou peu importe, ça guide la façon que je travaille dans tout ce qui est mon travail stratégique. Le côté comédienne ressort beaucoup dans tout ce qui est quand je donne des présentations, quand je fais des conférences ou quand je vais même faire du podcast. Je retombe beaucoup dans ces sacs-là d'outils. J'ai été chanteuse, je l'ai faite. Un moment donné, puis on va peut-être en parler tantôt de santé mentale, mais la musique a toujours été, c'est drôle, une trame de fond dans ma vie, pour une raison vraiment importante. C'est un art d'expression pure, c'est de l'émotivité. Tu sais, tu dois dégager de l'émotion quand tu performes des chansons. Fait que ça a toujours été là, puis ça m'a permis de reconnecter, je pense, avec plein de choses. Fait que je chante moins aujourd'hui. Puis je vous donnerai pas les mots-clés à utiliser, mais pour les futés qui vont sur Google pourraient trouver de la musique que j'ai déjà produite dans ma vie. Ce que j'entends, c'est ça, les bourgeons. Puis c'est ça que je vois, moi, souvent, quand je pose cette question-là, c'est parce que les bourgeons de ce qu'on est aujourd'hui étaient là, tu sais, puis on trouve toujours une façon de les réintégrer, tu sais, ils sont jamais effacés de notre vie, puis de notre passé, puis c'est ça qui est beau à quelque part à voir, puis aussi dans la réappropriation de ton histoire, tu sais, puis je pense que aussi le storytelling fait beaucoup partie aussi de ce que tu fais, mais la réappropriation de son histoire, c'est aussi de voir comme, waouh, je suis un tout cohérent malgré les incohérences. Que j'ai fait, tu sais, c'est ça. Exactement. Malgré les hauts et les bas, il y a quand même une ligne médiane là-dedans qui retient le tout. Puis c'est pour ça aussi, je pense que même en tant que mère, tu sais, je vois aller mes jeunes enfants aujourd'hui. Ma plus grande, elle va avoir 10 ans demain. Wow. Ma plus jeune qui a 7 ans. C'est environ à cet âge-là que les bourgeons commencent à apparaître, tu sais. Fait que notre rôle, c'est pas de tuer ces bourgeons-là, c'est de les soutenir en sachant que au fil des années, avec l'éducation formelle qui va embarquer, ça se peut qu'ils en perdent un peu. Fait que c'est comme mon rôle, c'est de conserver le plus possible les traces de ces bourgeons-là pour elles quand ils vont en avoir de besoin.
gros moment de aha quand j'ai pu redécouvrir ce que j'avais écrit quand j'étais jeune. Puis, Ouais, c'est tout un hasard. T'as trouvé ça dans une boîte? Écoute, c'est mon père qui avait tout conservé ça. Fait que quand on passait à travers ces choses, j'ai découvert mes vieux bulletins. J'étais comme, papa, qu'est-ce que tu fais? Il avait tout imprimé, mes poèmes. Wow! Fait que pour tous les parents, jetez pas ça. Gardez ça dans une boîte en quelque part pour le jour où vos enfants... Ouf! Wow! Tu sais, gardez ça dans une boîte en quelque part pour le jour que vos enfants se cherchent. Tu peux les aider à se retrouver. Fait. Wow! Des beaux Se cadeaux. retrouver. Là, on rentrera peut-être pas là-dedans, mais je réfléchis beaucoup en ce moment à le lien qu'on a avec les anciennes et futures générations, tu sais, parce qu'on se voit souvent comme un individu comme déconnecté des autres. Ouais. Puis ça va être intéressant de parler de ça, surtout avec ton focus que tu fais beaucoup sur les communautés, puis la compassion, puis tout ça, mais on se voit souvent comme des individus qui avançons dans notre propre chemin, mais on fait partie de ces différentes, je sais pas moi, pas des réseaux, mais c'est vraiment comme des racines, hein? C'est comme un arbre, genre, puis on est nourri encore par ces gens, les gens 100%. du passé, nos générations passées, puis on nourrit ceux qui s'en viennent, puis il y a comme une vie globale au-delà, genre, de chaque individu, tu sais, puis de chaque personne. Fait que je trouve ça beau, ce que tu racontes, parce que c'est comme le souvenir à réintégrer grâce à la présence de ton père, puis de cette vision-là sur toi aussi. Et ça nous rappelle aussi l'importance de conserver justement ces traces-là de façon analogue et pas juste numérique. Puis surtout, je pense, notre génération, on garde beaucoup de choses. T'sais, on faisait de la joke tantôt justement de si ça n'avait pas été du Facebook Memory, peut-être que j'aurais pas su que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était le 25 novembre 2019. Fait qu'il y a beaucoup d'utilité pour le numérique, mais les feuilles de papier imprimées avec les poèmes écrits dessus qui étaient sauvegardés, c'était des documents Word dans le temps, là, Word Perfect même, je pense, parce que j'étais jeune ado. Là. Mais si mon père les avait pas imprimés, j'en aurais eu aucune trace. C'est sûr, j'ai mes propres cahiers. Une chose qu'il faut que tu saches, toi, tu le vois à l'écran, mais je conserve, j'ai des cahiers de notes, j'ai des livres, j'adore tout ce qui est le physique, l'analogue. Et oui, j'ai mes livres de poèmes, mais l'acte de voir justement ce mémoire-là, même avant lui, mon grand-père avait fait un recueil, je pense, historique sur notre généalogie familiale, puis il avait conservé ça. Même chose, il avait tapé ça à l'ordinateur. Dans le temps, on avait un gros laptop. C'était comme une valise que mon père lui avait acheté. Puis il avait travaillé à écrire un livre sur notre généalogie, puis il l'a tout imprimé. Et honnêtement, dans la pandémie, quand j'ai perdu mon père, j'étais assise dans son appartement, écoute, les jambes écartées comme une petite fille de 8 ans, en train de passer à travers ces multiples boîtes de feuilles imprimées, puis j'ai retrouvé le recueil de mon grand-père qui avait écrit sur notre famille. Puis honnêtement, dans un moment où, puis regarde, on est des milliers, là, des millions même, j'oserais dire, dans le monde qui ont vécu la perte potentielle là, d'un membre de famille pendant la pandémie, puis on a tous eu des deuils compliqués, puis difficile à vivre, mais de pouvoir retrouver ce recueil-là, ce que ça a fait, c'est que ça avait vraiment créé une opportunité pour moi de rentrer en communion avec ma famille que je pouvais pas voir. On était tous en isolement dans ce temps-là, mais là, je pouvais retrouver mes racines, comme tu disais. J'étais capable de retrouver pas juste l'histoire à mon grand-père, qui serait devenue l'histoire à mon père, qui est ensuite devenue mon histoire, mais c'était l'histoire de son père à lui et son grand-père à lui jusqu'en 1647. Wow. Et tout d'un coup, je me suis sentie tellement moins seule et tellement plus outillée justement pour pouvoir aller vers le futur qui était très incertain. Puis on oublie parfois, je pense, la force de retourner en arrière. Hein, quand on ne sait plus par où on s'en va, des fois, il suffit juste de regarder par où on s'en venait puis de dire « Oh wow, OK ». Puis tu te retournes devant toi et là, ton chemin vient de se réouvrir parce que tu avais ces traces-là, tu avais tes ancêtres devant toi,
dans mon cas, mes enfants devant moi aussi, mon mari à mes côtés. Et là, tous les chemins se sont réouverts. J'ai pu me remettre à écrire. J'ai pu me remettre à écouter de la musique. J'ai tout retrouvé mes repères que j'avais perdus dans un moment critique. Puis qui serait venu, dans le temps, je ne le savais pas pantoute quand j'étais assise dans cet appartement-là, les jambes écartées, là, avec les feuilles autour de moi. Mais ce qui est arrivé cette journée-là a entièrement changé le cours de ma vie pour les années là, jusqu'à aujourd'hui. Ce moment-là a été critique pour redéfinir justement mes ambitions. Ah, mais c'est tellement beau ce que tu racontes, puis je trouve ça le fun parce que justement, tu sais, t'es tellement, ta job c'est de travailler dans le numérique, mais ta job c'est aussi genre de créer des liens, tu sais, de documenter, je sais pas moi comment tu le verrais, mais vraiment d'être comme. Moi, je chasse les histoires. Voilà, hein, c'est ça, hein? C'est tellement important, genre, dans ton... Identifier des constellations, j'ai toujours dit que c'était ça, dans le fond, le rôle d'une stratège. Notre rôle, c'est d'être anthropologue, dans le sens de comprendre pourquoi les gens prennent les décisions qu'ils ont prises, de regarder beaucoup dans le passé pour pouvoir identifier par où on va s'en aller dans le futur, que ce soit une campagne de communication, que ça soit redéfinir une marque, que ça soit... Peu importe que c'est tout le temps la même formule. On regarde le passé pour mieux comprendre le présent, puis définir le futur. Oui, puis l'identité aussi, puis c'est ça qui est intéressant avec ce que tu racontes sur la trace, parce qu'à quelque part aussi, tu sais, on a ces traces individuelles-là, mais on a des traces collectives. Puis quand on est dans une entreprise ou quand on crée quelque chose, que ce soit justement un livre, la musique, ou tu sais, quand on se met en combinaison avec d'autres humains, ben on a une trace commune aussi qu'on essaye de laisser dans le collectif. Puis je trouve que ça aussi, c'est super intéressant par rapport à ce que tu travailles au niveau du brand, mais aussi de toutes les promotions, c'est vraiment genre le terme campagne. Oui, le terme toutes les campagnes. Les campagnes qu'on met de l'avant. Hein. Si je pouvais déjà là juste dire, OK, aux gens, on avait dit tantôt, on n'aura pas de liste de concret de choses à faire, mais une chose que je dirais à tous les gens qui travaillent dans une entreprise, que tu sois solopreneur, que tu travailles dans une grande organisation, c'est de prendre le temps de documenter ce que vous faites. Pas juste en style post-mortem ou rien, mais des fois prendre une journée et dire aujourd'hui, je me donne la responsabilité d'écrire l'histoire de ce que moi je sais de la journée depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, journal intime, que ça soit en style blog, que ça soit juste pour un document que tu vas imprimer après ça, puis le foutre dans une filière qui s'appelle « L'histoire de mon entreprise ». Même que ça soit horrible, c'est pas besoin d'être publié. Mais ce que ça fait, c'est que si un jour quelque chose t'arrive, si un jour, de grâce, j'espère que rien vous arrive, mais qu'il y ait un legs, surtout quand tu travailles en entreprise, puis ça, en tant que stratège on a tout le temps la première phase qui est le onboarding ou le kick-off où on demande aux gens, OK, je veux toutes lire les documentations que vous avez, que ce soit des anciennes stratégies, que ce soit des brand books que vous avez, peu importe, on veut toutes lire. C'est notre responsabilité de rapidement dévorer le plus d'informations possible qu'on est capable d'obtenir au sujet de l'histoire de votre marque. Et je te dirais, 8 fois sur 10, j'entends des criquets. Parce que les gens ne savent même pas où regarder. Et ça, je trouve que c'est la plus grande erreur qu'une entreprise va faire. On conserve, oui, fine, toutes les traces de notre site web depuis la mise à jour. On a peut-être le contenu médias sociaux, puis absolument, ça fait partie de nos recherches, nous, en tant que stratège, d'aller regarder ce qui est disponible aujourd'hui. Et souvent, ce que je vais même faire, c'est que je vais utiliser le Wayback Machine. Le site web, justement, qui nous permet d'aller regarder les versions antécédentes d'un site web. Moi, j'aime vraiment ça, aller regarder les vieilles versions du site web aussi pour me faire une idée de voir, justement, les points connecteurs. Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'après ça, ça me permet de comprendre, OK, par où l'équipe veut s'en aller ou même des fois de bâtir des argumentaires, comme par exemple, un langage qui serait utilisé dans votre marque.
puis t'en parles souvent, moi j'en parle souvent, dans une marque, on a un langage qui nous appartient, qu'on doit honorer. Oui, ton vocabulaire va changer, tout vocabulaire dans une culture, dans une communauté change. Hein? Puis une entreprise, c'est une communauté. Je vais le répéter, une entreprise, c'est une communauté. C'est un groupe de personnes qui sont ensemble pour atteindre un objectif. Fait que votre langage que vous allez avoir, vos acronymes, vos jokes internes, vos surnoms, tout ça fait partie de votre histoire. Puis quand un nouvel employé se joint à vous ou quand un nouveau collaborateur embarque dans une mission avec vous, oui, vous pourriez prendre le temps de le raconter, puis vous devez le faire parce qu'on veut entendre votre version de l'histoire aussi, mais juste d'avoir quelque chose à pouvoir partager puis de dire « voici notre histoire ». C'est lis-la. Moi, juste ça me permet de sauver votre temps, ce qui veut dire que je sauve votre argent, puis je comprends beaucoup plus rapidement votre passé. Et je suis plus utile après ça dans la mission. Fait que définitivement, conseil, écrivez, prenez le temps de garder l'historique de votre expérience dans votre entreprise, mais aussi de l'entreprise elle-même. Oui, puis c'est intéressant parce que, tu sais, de mon côté, moi, je travaille beaucoup avec le positionnement, puis je le mets entre guillemets parce que les gens, ils pensent que c'est un travail que tu fais une fois. Ouais. Tu sais? Ah non, on bouge en vie, là. On bouge parce que, tu sais, ne serait-ce que réfléchir justement à la ligne du temps, tu sais, on est comme... Le positionnement, c'est juste un de ces moments où est-ce que tu dis, je vais prendre un moment pour réfléchir là, maintenant, aujourd'hui, justement, où on est, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est resté, puis où on s'en... Tu sais, comment se situer par rapport à cette ligne du temps-là. Exactement. De faire ces... ton positionnement, c'est ton X sur ta ligne du temps. Si tu as commencé un projet avec une vision, puis j'espère que... si tu commences un projet, tu as une vision par où tu veux t'en aller, ou que même ça soit ton ambition personnelle dans ta carrière, tu as une idée par où tu veux t'en aller. Ton positionnement, c'est pas ton couler dans le béton and all be all, parce que sinon, t'es aussi bien de mettre ta vision au feu, là. Si ta vision, c'est d'être exactement où tu es en ce moment-là, puis tu veux pas bouger, bon, ben parfait, t'as accompli ta mission, puis... fantastique. Non, c'est ça. Mais le but, c'est que ça change. Puis à chaque fois que tu vas faire l'exercice de positionnement ou l'exercice de marque ou peu importe ce que les gens veulent l'appeler, de par la nature elle-même du travail, ça évolue. Et donc, tu bouges. Les mots vont changer pour changer la description de l'endroit où tu te trouves en ce moment-là sur ta ligne du temps. Mais en même temps, revenir en arrière, puis là, je pense que ça peut faire un vraiment bon lien avec peut-être ta propre historique personnelle, ça réveille aussi des traumas. Oui. Que ce soit au niveau de la communauté ou de l'individu. Puis, juste, tu sais, pour dire, des fois, quand je travaille avec mes clientes, tu sais, je leur dis, on va aller chercher des souvenirs du passé, bons ou mauvais, qui vont émerger, puis on va voir comment est-ce que ces souvenirs-là ont un sens dans ce qu'on fait aujourd'hui. Puis des fois, ça peut être vraiment triggering, tu sais, c'est activateur parce que tu rentres dans des choses que c'est comme je m'attendais pas à ce que cet événement-là ait une empreinte aussi forte dans ma vie que ça, tu sais, comme tantôt tu as dit, ben ça a changé le cours des prochaines années. Ben il y en a des moments comme ça fondateurs où, tu sais, fait que, tu sais, pour toi, j'ai l'impression que dans les dernières années, t'as vécu un gros... et il y a eu beaucoup de... Understatement de l'année. on a dit le Dark Night of Your Soul. C'est ça qu'on avait dit tantôt. Mais, tu sais, ce qui était, je pense, guérisseur pour tout le monde aussi, c'était de te voir émerger des fois de ces moments puis de venir donner des nouvelles. Tu sais, que ce soit dans la communauté des pros... des médias sociaux sur Facebook ou sur, tu sais, comme quand tu avais l'énergie d'aller sur LinkedIn ou des choses comme ça, puis de nous updater sur comment ça se passait pendant que tu étais dans ces moments-là. Puis j'avais envie de peut-être, si tu es d'accord, de juste parler un petit peu de comment aussi ça a influencé où tu en es aujourd'hui, mettons. Puis ce qui t'a permis de passer à travers ces épreuves-là, parce que, encore une fois, tu sais, je pense que les gens aiment beaucoup essayer de penser qu'ils doivent montrer une version hyper clean, hyper à leur affaire, hyper professionnelle d'eux-mêmes. Mais de plus en plus, Rachel justement... qui apparaît, genre... qui est comme... T'as Rachel, puis t'as aussi Rachel qui est comme une
thought leader, genre, tu sais, puis qui met en place, genre, des choses vraiment intéressantes, puis life-changing pour beaucoup de monde, tu sais, puis... Fait que, tu sais, je pense que les deux coexistent, puis j'aurais voulu savoir, tu sais, pour toi, puis je veux juste rajouter une petite affaire avant dans ce long préambule. Une des raisons pourquoi aussi, genre, j'ai dit, OK, c'est le moment qu'on en parle, c'était ta publication LinkedIn où tu disais, les gens, ils font pas confiance aux personnes avec des maladies chroniques, aux personnes avec des maladies mentales, surtout quand ça s'adresse au cerveau, tu sais, puis dans ton cas à toi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un moment où est-ce que tu t'es dit, qui va vouloir de moi maintenant? Oh my God, oui. Ah ouais. Non, écoute, ça avait été... Fait qu'il y a plein de choses là-dedans. Fait que déjà en partant, je pense, avec le fait que j'ai lancé... Oh my God, il y a tellement... Où est-ce que je pourrais commencer avec ces questions qui est fantastique? OK. Tu as dit quelque chose au sujet de... Quand on regarde son historique ou on va regarder son histoire, souvent, il y a des moments qui peuvent être triggering ou il y a des moments qui peuvent justement réouvrir des traumas. J'ai trouvé ça super intéressant parce que oui, effectivement, moi-même, dans mon travail d'introspection, dans cette question-là de OK, je suis une personne visible, j'ai pris la décision d'être une personne visible activement dans un contexte professionnel parce que je suis une personne qui est active sur les médias sociaux depuis que je suis adolescente. Puis là, je réalise, c'est drôle, je te fais une parenthèse, dans ma tête, je suis tout le temps comme, ah oui, depuis que je suis adolescente, puis c'est super impressionnant. Là, je réalise que, regarde, c'est parce qu'on est la dernière génération qui est capable de dire qu'on avait une vie avant le numérique, mais qu'aujourd'hui, toutes les adolescents sont comme, oui, j'avais un compte Facebook quand j'avais 12 ans, genre. Il faut que j'arrête de dire ça. Mais ma présence sur le web a toujours fait partie de ma visibilité. Et puis, je savais qu'on était tous en train de vivre ensemble un événement mondial qui était unique en son genre. Pas dans le sens que il y avait une pandémie mondiale, mais du fait qu'on était tous connectés et capables de s'en parler dans un moment où on était tous extrêmement isolés. Et ce que ça m'a rappelé beaucoup, justement, c'était la question de pourquoi je suis en ligne et pourquoi je suis visible depuis que je suis si jeune. Et pour moi, la réponse était simple, c'est parce que je suis fille militaire. J'ai passé mon enfance, justement, à déménager aux 3 ans. Mon père était officier dans les Forces armées canadiennes. Il était officier d'échange, ce qui voulait dire que, justement, il était souvent échangé. Fait qu'au lieu d'être dans le sport, nous autres, on était plutôt on était diplomates. Et puis c'est drôle parce qu'on parle beaucoup de la notion d'enfant de 3e culture, ou en anglais, on dit third culture kid. Moi, je suis une drôle de TCK parce que j'ai les 3 cultures nord-américaines. Je n'ai jamais quitté le continent Amérique. Mais je suis une Québécoise qui a découvert sa culture québécoise dans mon adolescence. Avant ça, j'avais une identité qui était canadienne parce que j'ai grandi en Nouvelle-Écosse puis au Manitoba. Puis après ça, j'ai développé une culture américaine parce que j'ai grandi au New Jersey, dans les États-Unis. Fait que ça, c'était tout avant d'arriver au Québec. Fait que ce besoin-là d'apprendre comment appartenir à une communauté est quelque chose qui est dans mon ADN. J'ai jamais vraiment bien appris comment appartenir. Moi, j'ai passé ma vie à rentrer dans des communautés, essayer de faire ma place dans des communautés qui existaient déjà. Puis j'ai jamais vraiment été bonne. Je vous le dis, si tu regardes tous les livres d'école, les livres annuels là, où tu mettais ta photo, puis là, tout le monde écrivait à la fin de l'année quelque chose. Moi, c'était très rare de toute façon que les enfants y écrivaient quelque chose dans mon livre qui n'était pas genre « Ah, je te souhaite un bel été », parce qu'on se connaissait presque pas. Mais ceux qui me connaissaient, j'étais reconnue pour être aussi loud, aussi fatigante que je le suis encore. J'ai jamais changé ces traits-là. Mais ce besoin, je pense, et à un moment donné, dans ma trentaine, où j'ai compris, tu sais, à force d'essayer d'intégrer des communautés qui existent déjà, Rachel, tu vas jamais trouver ta place, tu vas toujours être une outsider. Moi, j'ai toujours été une rejet.
l'intimidation, tout ça, là. C'est littéralement mon enfance. Je pense que je me suis assumée dans qui je suis au cégep. C'est la première fois où j'étais vraiment moi-même, parce que là, j'essayais plus de prouver que je méritais d'être acceptée dans des groupes qui existaient déjà. Fait qu'en créant la communauté des professionnels, justement, le groupe des pros, c'était ce moment-là où je me suis dit, non, sais-tu quoi, je vais créer une communauté à mon image, qui est généreuse, qui est positive, qui est dans l'entraide, qui est dans le partage de connaissances. Moi, j'ai jamais été à l'université, j'ai pas de diplôme, tu sais, j'ai pas de baccalauréat, j'ai pas de maîtrise, mais j'ai dépensé l'équivalence d'une maîtrise juste en livres. Fait que cette idée-là de vouloir créer une communauté qui me ressemblait, d'y injecter mes valeurs personnelles et professionnelles, est vraiment née de ce traumatisme-là, qui était, regarde, je fitterai jamais dans d'autres clics, je suis awkward. J'ai jamais appris comment être une bonne humaine, tu sais, puis c'est correct. Puis ça m'a coûté beaucoup d'argent en thérapie, je le cache jamais. Ça m'a causé aussi des maladies mentales. J'avais été diagnostiquée dans mon début vingtaine avec le Borderline Personality Disorder, ou le trouble de la personnalité limite. Justement parce que j'avais jamais appris comment créer des relations saines. J'avais jamais appris justement toutes les notions fines là, qu'on nous apprend pas non plus. On nous apprend pas quand on est enfant comment créer des relations saines. On apprend en observant. Puis vu que j'avais une famille qui était isolée, sauf quand on était dans nos communautés militaires, où là, on appartenait à ces communautés-là, puis on avait tous des codes, on avait des langages qui nous appartenaient, on avait des rituels, on avait des traditions, tout ça était baked in, pour emprunter de l'anglais. Mais quand je suis revenue au Québec dans les années 90, oublie, là, je n'avais aucun repère. Je n'avais aucune communauté qui me reconnaissait, j'avais rien de ça. Fait que ça a développé des symptômes d'une maladie mentale. Puis c'est drôle parce que longtemps, j'ai eu des problèmes de relations. Moi, j'avais accepté dans ma vingtaine que je vais être célibataire toute ma vie, jusqu'à ce que, à partir au début de notre histoire, j'ai recommencé à chanter. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer un producteur de musique qui était dans un studio avoisinant le mien. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, c'est mon mari. Tu sais? Fait qu'il y a des façons que tu peux justement retomber. Puis quand tu es dans un moment de traumatisme où tu as besoin de te retrouver, des fois de retomber dans ce qu'on aimait, de retomber dans nos rêves d'enfance, ça nous permet justement de reculer un petit peu, faire un reset, revenir dans la joie, revenir dans le rêve, puis d'oublier les responsabilités, puis des fois, l'affaire qui était la plus difficile pour toi à faire, tout d'un coup, devient beaucoup plus simple. Donc, créer la communauté des pros m'a permis de résoudre le mystère de comment appartenir. Chanter m'a permis de résoudre le mystère de comment avoir des relations saines. Tout est dans tout, de ce côté-là. Fait que je pense, s'il y a un traumatisme dans votre vie, si c'est encore un traumatisme parce que vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir avec, puis d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça m'a traumatisé, ça? Qu'est-ce qui fait en sorte... Tu sais, un traumatisme, c'est une leçon qu'on n'a pas encore apprise. C'est juste ça. C'est beaucoup plus que ça. Mais il y a une leçon à être apprise là-dedans. J'ai une vie pleine de traumatismes, mais je pense il y a eu beaucoup d'opportunités pour moi d'apprendre plein de choses. Puis je pense que c'est pour ça que je tiens à être visible puis de partager mon parcours avec les autres, parce que c'est inconfortable, c'est difficile, c'est messy, mais justement de pouvoir ne pas se sentir seul dans ces moments-là est crucial. Fait que si moi, je peux ouvrir un peu mon livre, tant mieux. Puis en même temps, ça me permet de me sentir moins seule, justement. Je suis la reine du TMI. La reine du too much information. Le web, right? Le web qui est tellement vaste et tellement grand, et c'est tellement facile de, à la fois, se sentir isolé dans la mort de contenu, la mort de choses qui se passent, les clics, puis peu importe. Puis, c'est encore plus puissant que tu aies créé cette communauté-là spécifiquement sur le web, parce que là, ça permettait de justement venir amener toutes ces personnes qui pouvaient se sentir peut-être un peu, peut-être pas mises à l'écart, mais on s'entend là. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans les communications dans une business, puis dans le corpo. Ah, t'es souvent seule. T'es souvent toute seule.
Oui, puis c'est celle qui doit dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, puis là, c'est awkward aussi des fois. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, c'est pas comme une profession où, tu sais, je veux dire, tous les médecins ont passé par une formation structurée où, tu sais, où t'as des étapes à suivre, t'as des cours à suivre, tu sais, il y a des notes à atteindre, tout est régimenté. Mais dans notre profession, surtout quand tu es en communication numérique, il y a 1001 différentes façons que tu peux y arriver pour apprendre ta spécialisation ou apprendre à être généraliste. Il y a tellement de façons de le faire. Puis surtout avec les médias sociaux et les réseaux sociaux, c'est le Far West. Quand moi j'ai commencé, là, ça existait pas techniquement le terme de gestionnaire de communauté. Puis même aujourd'hui, je trouve que le terme gestionnaire de communauté ne reflète en rien ce que c'est d'être un gestionnaire de communauté. On est rendu des gestionnaires de contenu. C'est pas une communauté, ça. C'est une communauté, ça se bâtit pas à coup de publication Instagram, là. Non, des gestionnaires de contenu, des créateurs de contenu, justement, il y a tellement de notions qui rentrent là-dedans, puis des stratèges, hein, parce que je veux pas, comme le mot stratège, je me rappelle aussi d'avoir été sur LinkedIn, c'est comme soudainement, tout le monde s'appelle stratège. Ouais. C'est comme la nouvelle affaire. Oh my God! C'est comme le tableau. Écoute, mais encore une fois, j'ai pas étudié en marketing, j'ai pas étudié en communication. Le titre de stratège, pour moi, c'était quelque chose que je devais mériter en démontrant que j'étais capable de comprendre à la base c'est quoi une stratégie. Ce n'est pas un plan. C'est juste cette nuance-là. Une stratégie, c'est pas une liste de 5, 10, 15, 20 tactiques que tu vas faire, là. Ça n'a rien à voir. Une stratégie, c'est le pourquoi. C'est pas le comment. C'est vraiment juste ça. Et même au niveau des marques, il y a une mécompréhension du rôle d'un stratège. Tu sais, souvent, quand tu rentres dans un nouveau mandat ou surtout en start-up, les gens sont tous très rapides à dire « Ah non, pas besoin d'une stratégie, on veut juste que tu fasses. » Juste faire. Je peux faire plein de choses, mais si tu me dis pas pourquoi, ça va pas fonctionner. Il y a peut-être comme, OK, là-dedans, il y a Lady Luck qui a un rôle à jouer, puis ça se peut qu'on fasse quelque chose qui devienne viral, puis my God, tout le monde connaît ta marque, puis c'est fantastique, puis on roule dans le cash. Ça arrive vraiment, là, 0,000,1%. J'étudie, en tout cas, mon chef, je vous l'ai dit, je suis pourrie en maths. J'aime les analytiques, mais je suis pourrie en maths. On comprend ce que tu dis. Mais bref. Fait que la stratégie, c'est vraiment ça. C'est l'histoire du pourquoi tu vas faire quelque chose et la ligne directrice qui va te rappeler si je fais A, B, C, D, c'est parce que j'ai ma stratégie qui me rappelle qui je suis et pourquoi je le fais. Fait que le terme de stratège, il est souvent utilisé par des gens qui sont des tacticiens. Je suis tellement d'accord. Puis comme toi, moi non plus, j'ai pas de formation en marketing ou d'éducation formelle. Whatever, là, HEC ou des choses de même. J'ai de l'éducation formelle, mais dans d'autres domaines. Ouais. Mais je pense que c'est cette vision globale, cette méta-vision aussi. Puis tu sais, toi, c'est intéressant comment tu as raconté ton histoire aussi avec le traumatisme des communautés. Mais là, maintenant, tu vois les systèmes se mettre en place aussi dans les différents environnements dans lesquels tu vas. Puis c'est comme ta force à quelque part que d'autres sont incapables de saisir avec cette sensibilité-là, disons. Il y a beaucoup de points d'information. Tu as beaucoup de points d'information. Tu as beaucoup, encore une fois, l'improvisation, rapidement monter des cours, des formations qui vont apprendre à des gens comment faire une profession qui s'est justement comme créée par elle-même. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de fausses informations, il y a beaucoup de façons où tu peux t'enfarger. Puis je pense que c'est pour ça où avec les pros, l'opportunité, puis la responsabilité aussi, j'en conviens, j'ai essayé de quitter le groupe, puis je l'ai quitté pendant 1 an parce que justement, moi, j'avais besoin d'une pause, mais ce besoin-là, je le voyais, il est encore criant. Là. L'industrie au grand complet, je te dirais, puis j'apprécie, il y a tellement de gens qui se démarquent, puis qui font du travail exceptionnel que personne connaît parce qu'ils ne sont pas visibles sur les médias sociaux, mais pour qui j'ai un respect là, énorme, qui sont des stratèges numériques écœurants, là. Écœurants, que même moi, je suis genre à mes genoux, puis we are not worthy, là. Mais
il mérite d'être connu. Puis ma vision, mon ambition pour les mois et les années à venir, j'en parle depuis longtemps, mais c'est de mettre plus de visibilité pour ces gens-là, justement, pour qu'on puisse avoir accès à cette information-là et tous en bénéficier, puis tous devenir meilleurs dans cette industrie-là. On n'a pas d'ordre, on n'a pas d'association, rien là, qui nous permet de s'assurer qu'on ne fait pas des erreurs. Et de toute façon, les médias sociaux, ils changent. Ils changent. Dans 5 ans, ça va avoir rien à voir avec ce qu'on a à offert aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai arrêté de me casser la tête à tout comprendre les fonctions de Facebook, puis de Twitter, puis d'Instagram. Ça change trop vite, fait que je préfère m'en tenir au pourquoi, parce que ça change pas. Je réalise que j'aurais aimé tellement qu'on ait 1 heure au complet pour parler de ta vision de Web 3. Oh my God! De qu'est-ce qui s'en venait. Mais bon, on en parle. On se refait une autre visite, for sure, n'importe quand. Parce que je suis vraiment, vraiment intéressée à savoir ce que des gens comme toi, où vous voyez, genre, que ça s'en va, puis qu'est-ce que vous pensez à les mettre en place. Mais bon, là, je veux qu'on parle un peu plus, genre, de d'autres choses, parce que vu que, encore une fois, tu sais, cette communauté-là, tu l'as créée, il y a eu du bon, il y a eu des tensions, il y a eu de la fatigue, il y a eu, tu sais, bref, hein, comme n'importe quoi, n'importe quelle relation, n'importe quel business. Mais une chose que je pense que tout le monde a toujours reconnu chez toi, c'est que t'étais t'as comme pas une facilité, t'as un talent ou même une maîtrise de mettre les limites aux bonnes places dans les communautés, j'ai l'impression, tu sais. Puis ça, c'est pour moi, genre, quand je te regarde, que ce soit comme écrire publiquement ou répondre à des commentaires ou établir, genre, certains discours autour de certains sujets, notamment la santé mentale puis tout ça, c'est vraiment clair que pour toi, tu sais, il y a un cadre qui n'est pas emprunté dans lequel tu as développé, genre, ton safe space. Moi, j'utilise beaucoup le terme de safe space en ce moment, genre, c'est beaucoup là-dedans que ton safe space à travers lequel tu es capable, genre, de communiquer, mais aussi qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui sort, tu sais, comme, aussi en termes de vulnérabilité, tu sais. 100%. Surtout quand on raconte notre histoire puis tout. Puis, vulnérabilité, empathie, tout ça, c'est relié avec la compassion aussi, tu sais. Pour toi, qu'est-ce qui... je sais pas, ma question est pas super claire, mais... Non, mais je pense que je comprends par où tu veux t'en aller. Qu'est-ce qui m'aide à définir ces limites-là? Ouais, comment tu fais la balance entre le care que tu donnes pour les gens, puis le care que tu donnes à toi-même en imposant des limites, tu sais? Ouais. Surtout dans ces contextes ouverts du web puis de la visibilité. Non, c'est une excellente question. Puis tantôt, justement, j'ai parlé de mon diagnostic dans le temps de Borderline Personality Disorder. J'avais aussi obtenu un diagnostic double, malheureusement, de bipolarité. Bipolarité type 2, juste rapidement, parenthèse, pour qu'on puisse le différencier pendant que j'en parle. Donc, bipolarité de type 2, c'est que oui, mon cerveau fait en sorte que je suis beaucoup plus sensible aux signaux émotionnels. OK, on va dire ça comme ça. Et au niveau d'énergie. Donc, j'ai des moments où je peux avoir énormément d'énergie, beaucoup de créativité. Je connecte plein de choses ensemble. On dirait que je bois du café à la journée longue. Puis dans le fond, j'en ai peut-être juste pris 1 ou 2. Et c'est suivi par des dépressions. Donc, type 2 est surtout marqué par pas des manies, hein? Donc on va penser à bipolarité type 1, qui est, c'est celui qui mérite sa place dans les films, justement parce que tu peux avoir des envolées psychotiques grandioses. On peut parler des histoires entourant Kanye West, il y a le documentaire de Selena Gomez qui vient de sortir sur justement My Mind and Me sur Apple TV, qui est excellent en passant. Le mien, il est moins intéressant que ça, justement, parce que, comme je disais dans ma publication LinkedIn, les gens n'aiment pas trop parler de la dépression parce que c'est déprimant. Fait que quand j'ai pris la décision, justement, d'en parler ouvertement, c'était justement parce que écoute, moi, j'étais en rémission de ma bipolarité pendant presque 10 ans avant la pandémie. Ce qui veut dire que j'avais pas eu de grand cycle d'hypomanie, j'ai pas eu de grande dépression non plus. J'étais stable, mes émotions étaient stables, j'étais capable de capter les signaux de façon assez saine. Et puis après ça est venue la pandémie et là, oublie.
J'ai développé le trouble du stress post-traumatique suivant le décès à mon père, ce qui a déclenché une grande série. Et là, je suis justement en attente pour un nouveau psychiatre. Fait que je vais continuer à dire bipolarité type 2, mais il y a eu beaucoup de cycles là-dedans. Fait qu'on va voir si le diagnostic va s'adapter pour refléter ce qui a eu lieu. Peut-être c'est un événement isolé. Mais là-dedans, j'avais bien sûr une carrière. Mm-hmm. J'avais des responsabilités. Et de prendre la décision de quitter le monde des agences, je le savais que ça venait avec un risque. Et puis, étant en communication marketing, la première chose qu'on dit quand on monte un plan où il y a justement un seuil de risque élevé, c'est de définir c'est quoi ton plan de contrôle de narratif. Mm. Et j'avais, de façon assez intuitive, puis c'est en le regardant après ça, que je constate que j'étais tombée en mode, justement, autopilote. Mais j'ai pris le contrôle de mon narratif parce que mon cerveau, je fais mon argent, je gagne ma vie avec mon cerveau. C'est cette sensibilité-là qui fait en sorte que ça me démarque, je pense, comme stratège. Puis je le dis de façon factuelle, c'est pas pour comme... Mm-hmm. péter mes propres bretelles, mais je suis une stratège qui a gagné plusieurs prix à cause de la sensibilité que j'amène dans mes campagnes, des sensibilités émotionnelles. Donc, moi-même, ça m'a pris longtemps. C'est drôle parce que j'avais fait même un parcours de coaching personnel pour essayer de répondre à ma question qui était « Comment je fais pour être respectée comme leader émotionnel? » Et c'était pré-pandémique, là, quand je posais cette question-là. Comment je fais? Parce que j'étais celle qui braillait. Puis j'étais comme, mais non, on l'apprend depuis toujours, là, dans un monde patriarcal, une bonne leader, elle braille pas, là. Une bonne leader, elle a le contrôle de ses émotions. Malheureusement, j'ai une maladie mentale qui fait en sorte que, des fois, je prends le contrôle de mes émotions. Fait comment je fais pour aller à l'avant de ce narratif-là, puis démontrer que tu es capable de vivre bien, même quand ça va pas bien. Est-ce que j'aurais pu être aussi ouverte, parce que j'en ai pas parlé de ma maladie mentale avant, justement, cette année? Pas ouvertement, de façon publique, là, dans mon LinkedIn ou même dans mon Facebook, mes amis proches le savaient. J'étais pas un livre ouvert avec eux, mais je m'en cachais pas, c'est qui je suis. Mais pas de façon publique. Puis la raison pourquoi j'ai pris la décision d'être ouverte avec ça, c'était vraiment parce que je préfère que l'histoire que tu connaisses à mon sujet vienne de ma bouche plutôt que du moulin à rumeurs. Je préfère te rassurer en partageant ce que je sais, pas juste comment je me sens, mais voici pourquoi je me sens comme ça, pour justifier peut-être quand j'ai besoin de prendre une pause ou pour justifier les contraintes et les limites que j'impose, justement. Fait que, pour revenir à ta question de comment je décide, c'est quoi ces limites-là, une limite personnelle, dans le fond, là, ce que c'est voici la ligne entre toi, où toi tu es et tu finis, et où moi je commence. Puis ça va des deux sens. Fait que je veux pas partager mes histoires pour imposer quelque chose sur toi, mais en même temps, je veux pas en partager tellement que ça pourrait être utilisé contre moi. C'est ça que c'est une vulnérabilité, dans le fond, à la fin de la journée. Une vulnérabilité, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé contre toi. Et est-ce que tu es prête et comment tu l'encadres pour justement enlever ce potentiel de dommage-là? Fait que c'est sûr que les gens pourraient utiliser ma maladie mentale contre moi. Il y a plein de gens qui ont des stéréotypes, il y a plein de gens qui ont des préjugés face à c'est quoi? De un, la maladie mentale, de deux, les émotions juste en général, et de trois, la capacité cognitive à quelqu'un qui a une maladie mentale de pouvoir être productif. C'est surtout en bipolarité, il y a ces préjugés-là de « Ah, ben, elle est pas stable, elle est pas consistante à cause de cette maladie mentale-là. » Puis je peux le comprendre. Si les gens connaissent pas comment cette maladie-là s'exprime, puis elle va s'exprimer de façon générale, assez similaire, mais chaque individu va le vivre différemment.
c'est important de pouvoir justement partager cette information-là, donner l'histoire, hein, partager mon historique pour pouvoir contrôler le narratif du futur. Fait que, écoute, est-ce que j'ai perdu des mandats? Je suis 100% confiante que j'en ai perdu. Je suis 100% confiante que ça a potentiellement affecté les impressions que les gens ont de moi. Mon souhait est que, parfait, ça fait le ménage dans la gang de gens avec qui je voudrais peut-être pas travailler, justement à cause de ces préjugés-là. Mais en même temps, ce que ça a fait, c'est que ça a ouvert la porte à d'autres opportunités vraiment intéressantes que je veux pas encore dévoiler. OK, on va se ouais, non, vraiment, je pense que ça a été un cadeau d'avoir été aussi ouverte. Est-ce que ça a été un cadeau facile et tout joyeux? Absolument pas. Là-dedans, il y avait un petit peu de marde aussi. Puis c'est correct. Ouais. On apprend à vivre avec les deux. Mais ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Puis je pense que ça revient à cette... peut-être la dernière question que j'avais puis que je voulais vraiment qu'on aborde. Puis merci d'avoir tout expliqué ça parce que je pense que souvent, c'est ça, tu sais, cette notion de limite, on essaye de la mettre à une place où ça va être confortable pour les autres, mais pas pour nous-mêmes. Ou l'inverse, où est-ce que c'est extrêmement confortable pour nous, mais on a du ressentiment quand les autres sont pas à l'aise avec, tu sais. Fait que c'est de savoir, justement, est-ce que je l'ai mis en conscience de toutes les informations que j'ai, mais aussi, tu sais, genre, moi, je suis à l'aise avec cette limite que j'ai posée, puis, tu sais, ce qui rentre là-dedans, ben, tu sais, si on outrepasse cette limite-là, ben, je sais quoi faire avec. Tu sais, un autre mot galvaudé, là, authenticité. Ouais. Tout le monde pitch ce mot-là, authenticité. Ben, pour moi, l'authenticité, c'est la capacité de la personne d'être la même personne, autant quand ça va bien que quand ça va mal. Hein? Fait que mon souhait, c'est que quand les gens, que tu me rencontres sur la rue, que tu me parles dans un podcast, que tu me suives sur LinkedIn ou sur Facebook, ou peu importe, que ça aille bien ou que ça aille mal, tu vas voir la même personne. C'est exactement la même personne que tu vas voir. Puis, récemment, je suis tombée sur le compte de, je pense que ça s'appelle Lindsay Lockett. En tout cas, il faudrait que je confirme ce nom-là. Mais elle parlait, c'est une spécialiste des traumas du système nerveux, puis elle disait, tu sais, moi, j'ai une responsabilité. Elle parlait d'elle-même, mais de pas te soumettre à mon état dérégularisé. Même si c'est l'expérience réelle que je vis en ce moment, je mets une limite dans ce que tu peux avoir accès à cette expérience-là, autant pour me protéger que pour protéger le reste. Parce que c'est pas vrai que je te dois ce type de visibilité-là, mais aussi qu'après ça, je dois ramasser les pots cassés de choses que j'ai pas envie de ramasser. T'sais. Non, c'est ça. Puis ça, c'est la limite qu'elle a identifiée pour elle, puis j'aime vraiment ça. Moi, de l'autre côté, c'est que, écoute, je vais publier sur LinkedIn quand je suis dans mes hauts, je vais publier sur LinkedIn quand je vais être dans mes bas. Probablement, vous allez voir des publications quand je suis dans mes bas qui sont beaucoup plus sur le vous, qui sont beaucoup moins au sujet de moi, beaucoup plus au sujet des autres. Puis quand je suis dans mes hauts, ça se peut que vous voyez plus des publications par rapport à des projets sur lesquels je travaille ou des idées que j'ai eues ou des insights que j'ai découverts. Tu sais, fait que vous allez les voir sans vous en rendre compte. Vous voyez pas toute l'histoire. Vous voyez, écoute, je pense que je l'avais dit dans un autre podcast, il y a personne qui pense à toi 24/7, là. Non. Il y a personne qui va voir ta publication puis va se rappeler de toutes tes autres publications puis qui va faire comme Rachel est dans un high. Non! Fait que... va être vraiment obsédé par ta... Non, c'est ça. Oh my God! Fait que c'est ça. Mes limitations, je les ai vraiment formulées comme ça. Puis c'est drôle, c'est la première fois que je le dis ouvertement comme ça, genre sur LinkedIn. Selon comment mon état de santé est, voici comment je vais me présenter. Parce que sinon, si j'écrivais exactement verbatim comment je me sens, oublie, là. Mais je trouve que c'est une belle façon de l'utiliser parce que ça maintient ta visibilité ou dans le sens comme la mission que tu t'es donnée aussi, genre il faut que je sois visible peu importe comment je suis, tu sais, donc il n'y a pas rien de mal dans comment je suis maintenant. Ah, puis même ça, je m'oblige jamais à publier. Ça c'est l'autre chose aussi parce que un autre des symptômes de la bipolarité, surtout quand on est dans une phase hypomanique, on est très sociable. On est hyper sociable. Puis moi, ma marque,
si vous ne me connaissez pas, ma marque, c'est littéralement la sociable. J'ai bâti ma marque autour de la sociabilité en ligne et en personne. Fait que quand je suis hypomanique, je suis tellement on-brand, c'est fou, là. Mais quand je suis en dépression ou quand je suis en phase dépressive, hein, parce que c'est pas tout le temps une dépression dans laquelle tu tombes, mais des fois, tu es juste dans une phase plus dépressive, là, tu es beaucoup plus solitaire. Tu as besoin de te retirer. Je suis quasiment antisociale. Pas quasiment, je suis antisociale. Puis mon mari, tu sais, il le voit, là, je suis la personne qui est comme, je suis bien avec du jazz, petit verre de vin, mon petit livre tout seul, puis parlez-moi pas à personne. Fait que je vis et je travaille avec mes vagues plutôt que contre mes vagues. Fait que je m'oblige jamais à publier. Des fois, vous allez remarquer, là, puis ça, encore une fois, il y a personne qui te suit 24/7, mais des fois, je publie pas pendant 2 semaines. C'est juste peut-être parce que je suis dans un cycle où j'ai besoin de plus d'isolement ou peut-être que je vais avoir préprogrammé des publications des fois pour justement ces moments-là. J'en ai, là, j'ai une notepad avec des publications juste au cas parce que quand je suis dans mes phases hypomaniques, j'ai plein d'idées, fait que là, j'écris plein de choses. Fait que ça me sert à quand je suis moins bien dans ma peau, je suis comme « Ah, j'ai mon notepad avec tout. Ah, c'était vrai que c'était bon ça, je vais aller publier ça, mais je vais le mettre au vous à la place. Écœurez-moi pas, je veux pas interagir dans les commentaires. » Puis c'est ça, tu sais, comme fonctionner selon tes cycles, connaître, commenter, mettre tes propres limites, tout ça pour moi, définition du safe space dans ton milieu professionnel que tu as réussi à probablement, tu sais, on fine-tune tout le temps, là, il y a des nouvelles informations qu'on apprend, tu sais, il se passe des choses avec notre famille, tu sais, genre on est toujours en train de... Il y a toujours des dernières minutes. Mais c'est ça, la dernière chose que je voulais peut-être qu'on parle ensemble pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était la fameuse liste, hein, parce que il y avait un autre super bon post que tu as fait sur le kind washing. Oh my God, ouais. Et puis si on essaye de traduire ça, c'est comme, je sais pas moi, on a appelé ça tantôt genre le cynisme ambiant autour de la bienveillance, puis de la compassion, puis de tout ça. Que il y a les comme gens les cœurs en titre aigus de la gentillesse. Là. Il y a eu les cœurs en titre aigus de l'authenticité, là maintenant il y a les cœurs en titre aigus de la gentillesse, puis de la bienveillance, puis... Tu sais, d'un point de vue, je comprends parce que, tu sais, je trouve que souvent, c'est utilisé un peu sans profondeur, tu sais, c'est comme soyons compassionnés, tu sais, comme je suis la marque de la compassion alors que c'est juste, je vais pas t'envoyer chier dans tes... Tu sais, je sais pas, moi, quelque chose de vraiment comme random. Mais d'un autre côté, ça reste essentiel et peut-être pas encore assez... intégré, je dirais, dans un contexte professionnel, justement, on a parlé d'un contexte patriarcal tantôt, mais aussi quand même assez oppressif, ne serait-ce que par, tu sais, je parle souvent de, tu sais, ne serait-ce que le 9 à 5 peut être oppressif, genre, tu sais, comme pour... Ah ben oui, c'est un système. C'est un système industriel qui avait été mis en place, tout comme, justement, tu sais, on regarde la façon qu'on travaille aujourd'hui, puis là, ça change beaucoup, là. On a beaucoup plus de femmes en poste de pouvoir, mais on a aussi, je pense, le contexte pandémique a changé plein de choses. Fait qu'on va parler de l'ère d'avant. Mais... le travail depuis, je te dirais, la fin du 19e siècle jusqu'à début 21e siècle, OK? Environ 200 ans, où l'être humain a été traité comme une machine. Notre rôle, c'était de produire. Hein? Et puis, l'idée de travailler 5 jours sur 7, au début, c'était 6 jours sur 7. C'était fou. On avait juste le 7e jour parce que c'était le jour où Dieu avait reposé, apparemment. Ouais. Fallait tout être à l'église pour payer nos dîmes. Mais la façon qu'on travaillait, c'était justement pour éliminer l'humain de l'être humain. C'était pour nous transformer en machine. Et là, on arrive à une ère où, justement, la machine nous permet de redevenir humain. L'hyper-connectivité qu'on a, la façon qu'on est capable de communiquer ensemble. Et, tu sais, avant, si tu voulais voir quelqu'un, il fallait que tu sortes de chez toi, puis il fallait que tu te dises « Hey, j'ai marché 5 km dans la neige à verticale. » C'était comme, il fallait qu'on fasse ça pour pouvoir se voir et s'entraider. Puis aujourd'hui, on est capable de s'entraider sans nécessairement quitter nos maisons. On a aussi beaucoup plus de femmes
qui travaillent justement, qui ont accès à la technologie, qui leur permettent d'accéder à des postes cognitifs, cérébrales, pas juste manuels. Hein? On n'est plus juste derrière nos machines à coudre ou dans nos usines de fabrication de vêtements. Tous ceux qui habitent à Montréal, là, justement, dans la Pointe-Saint-Charles ou Saint-Henri, si tu étais une femme qui avait une job, c'était fort probablement parce que tu travaillais dans une usine. Mais aujourd'hui, ou dans une école, ou dans, peu importe, aujourd'hui, on a accès à des postes qui nous permettent d'être dans des positions de pouvoir, qui nous permettent de... Regarde, on change la façon qu'on travaille ensemble. Et puis, fait qu'on arrive dans une ère où la façon de s'occuper de nos gens doit changer. Fait que quand j'entends, écoute, j'ai travaillé dans des entreprises où justement le mot bienveillance c'était pitché à gauche, à droite dans nos decks de présentation, puis c'était comme, oui, parce qu'on est gentil, mais à l'interne, les gens étaient comme, on est tellement écœurés du mot bienveillant parce qu'ils pensent qu'on est gentil, puis gentil, ça veut dire qu'on peut être manipulé, puis wow! La journée que j'ai entendu, attends une minute, depuis quand est-ce que gentil veut dire pouvoir être manipulé? Ça n'a rien à voir là, c'est parce qu'on a une perception négative auprès de la gentillesse, comme quoi c'est une émotion ou une façon d'être féminine qui est submissive, qui est soumise, qui est, on va obéir, on va tout faire pour vous plaire. Non. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet qui me passionne le plus, puis pourquoi je fais des conférences, parce que je veux que les gens qui comprennent la compassion de c'est pas séparé de l'empathie, de la sympathie, c'est pas séparé de la gentillesse. La compassion, c'est une capacité à avoir une relation avec une autre personne, de comprendre leurs besoins. Hein? Sympathie, là, le mot en tant que tel, si on était pour regarder l'étymologie d'où est-ce que ça vient, sympathie, sympathico, syn en grec voulant dire ensemble, pathie voulant dire être capable de partager des émotions. Donc, ça veut dire la sympathie, je suis capable de comprendre l'émotion ou les signaux que tu me donnes, versus l'empathie en tant que telle qui est très autonome, c'est très soi-même, ça n'a rien à voir avec les autres, c'est je suis capable de ressentir l'émotion de l'autre. Très individuel. Fait que même juste l'utilisation du mot empathie, je trouve qu'il est mal utilisé dans le discours général, parce qu'on comprend pas ce que ça veut dire. Même le mot bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de veiller sur le bien de l'autre. Je veille sur ton bien. Ça veut dire que pour pouvoir veiller sur ton bien, je dois avoir de la compassion. Je dois être capable de, recevoir tes signaux, donc ce que tu me dis, comment tu as l'air, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens. Même l'émotion, là, pour moi, j'ai toujours dit, c'est le sixième sens. Parce que c'est littéralement un signal que tu reçois. Ton système nerveux, là, des fois, tu ressens une émotion puis tu sais pas pourquoi. C'est parce que ton côté cognitif est séparé de ton côté émotif. Fait que je comprends pas pourquoi je me ressens comme je me ressens. Prends un break. Recule, pose-toi la question de pourquoi je me sens soit triggered ou peut-être parce que je me sens... Si, disons, t'es dans un pitch avec quelqu'un, puis là, il y a quelqu'un qui parle par-dessus toi, puis tu ressens une rage, puis tu comprends pas pourquoi. Time out, prends une pause après le meeting, explore cette émotion-là parce que ça te dit quelque chose. Ton corps a réagi à un signal, puis que ton cerveau, là, il était juste pas en train de prêter attention à ça, donc ils n'ont pas compris. Hein? Après ça, il y a la capacité de transformer ça en motivation. Donc, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai été capable moi-même de sentir parce que soit j'ai vécu quelque chose ou j'ai été capable, en anglais on dit to relate with someone, il y a une raison pourquoi ça s'appelle, tu sais, en français on n'a pas l'équivalence, ce serait relater. Hein? J'ai relaté avec toi parce que j'ai été en relation avec toi, c'est pour ça que je l'aime en anglais. To relate is to be in relation. Donc, cette capacité-là de ressentir, de comprendre et ensuite de motiver ça envers une action pour trouver une solution à ton problème. Puis cette solution-là, ça va être une action, une réaction, une transaction, une interaction. Il y a une raison pourquoi le mot « action » il est tout le temps là-dedans.
Mais sans la compréhension, sans la sympathie, sans l'empathie, sans la capacité avant même de tout ça, de recevoir ces signaux-là, si tu fais une action qui rejoint pas le besoin de la personne qui te parle devant toi, c'est un peu comme faire une liste de tactiques sans stratégie. Hein? Fait que la compassion, c'est pas une émotion. La compassion, c'est un cadre stratégique. Ça te dit exactement comment est-ce que tu vas chercher ces signaux-là. Hein? Est-ce que je parle à la personne? Est-ce qu'on s'écrit? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en relation l'un avec l'autre? Comment est-ce que je fais pour m'assurer que j'interprète comme il faut ce que tu me dis? Que je comprenne ce que tu es en train de me dire? Comment est-ce que je fais pour ensuite pouvoir trouver la bonne solution à ton problème? C'est de la compassion, ça. C'est de la bienveillance, ça. Fait que la bienveillance, c'est strictement de s'assurer que tu trouves la bonne solution au problème de la personne devant toi. C'est applicable en marketing, c'est applicable en communication numérique, c'est applicable en travail social, c'est applicable dans plein de choses dans la vie, la compassion, même dans ton couple, même avec tes enfants. Est-ce que je comprends ce que la personne est en train de me dire par rapport à ses besoins, même si elle ne sait pas comment me dire ce qu'elle a besoin? J'ai les outils pour l'identifier comme il faut. Puis là, on revient encore, puis avec ce qu'on disait tantôt sur le positionnement, puis tout ça, parce qu'à quelque part, quand tu te positionnes par rapport à qu'est-ce que moi je veux offrir au monde, que ce soit à travers ton offre, ta business, ton marketing, ton contenu, peu importe, tu prends cette position de leadership qui implique que tu vas faire cet effort de plus parce que tu penses que ça vaut la peine d'aider une certaine population ou un certain groupe de personnes dans ton don ou dans ce que tu es venu offrir sur la Terre. Fait que il y a c'est ça, c'est comme inhérent à la business. Oui, absolument. À quelque part. Absolument. Si ton intention numéro 1 est d'accumuler la richesse, il n'y a aucun être humain là-dedans. Il n'y a pas de compassion là-dedans. Il n'y a pas de bienveillance là-dedans. Là. Il n'y a pas de gentillesse là-dedans. C'est strictement « j'accumule des biens ». Mais si, par contre, puis on parle beaucoup, un autre mot que tout le monde est comme, c'est quoi mon purpose? C'est quoi ma raison d'être? Ta raison d'être, c'est d'être au service, de trouver les solutions de la personne qui motive en toi le désir d'agir. Love. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à agir? Et là-dedans, ça, c'est comme le 3e point, là. Fait que recule en arrière pour comprendre pourquoi ça te motive. Quelle émotion est-ce que ça a dégagé? Quel frisson est-ce que ça a été déclenché? Va là. Hein? C'est un petit peu la même raison pourquoi j'étais retombée dans la musique quand j'étais dans mes moments difficiles dans la vie, ou pourquoi je suis retombée dans l'écriture, justement, ou pourquoi, là, assise sur mon parterre dans la plancher à l'appartement à mon père, avec les jambes écartées, puis le livre à mon grand-père, puis qu'il m'a dit... Rachel, dans la vie, ce que tu as toujours voulu faire, c'était d'écrire une série télé. Lave-la ta série télé. C'était dans les mots à ton grand-père. Et ça m'a motivée à agir. Hein? Fait qu'on peut tout trouver, il y a plein de façons qu'on peut le dire. Pourquoi j'ai créé le groupe des pros? J'ai été motivée à agir parce que ce que je voyais, ce que j'entendais dans les autres groupes, les autres communautés, c'était toxique, c'était négatif, c'était difficile. Puis je me suis sentie motivée à agir pour créer une solution qui était vraiment bienveillante envers une communauté de personnes. Fait que si tu es capable d'appliquer ça comme cadre stratégique à ce que tu fais dans la vie pour trouver ton purpose, pour identifier ton positionnement, pour trouver les bons mots à mettre sur ta campagne, peu importe c'est quoi, par la nature elle-même de faire ça, tu vas être bienveillant. Fait que c'est pas galvaudé, c'est juste être humain. À quelque part, c'est la base. Fait que je pense que peut-être ce que les gens sont tannés, c'est que les gens l'utilisent pour se justifier ou pour avoir l'air un petit peu plus... signaler des valeurs. Ouais, c'est ça. Quand les gens, c'est ça. Puis c'est sûr que la raison pour laquelle les gens vont être saturés de ce mot-là, c'est parce qu'il y a trop de gens qui l'utilisent sans comprendre qu'est-ce que c'est. Hein? Être bienveillant, c'est pas être gentil. Être bienveillant, c'est vraiment prendre la responsabilité de l'autre. C'est juste ça. Fait que quand je vois des gens qui sont saturés, la première chose que moi je ressens, c'est de la compassion, c'est de la sympathie. Je vous comprends. Si vous ressentez vous-même le fait que personne n'a été bienveillant envers vous,
puis que tout le monde en parle, mais que personne ne le fait envers vous, c'est sûr que vous allez être écœuré d'entendre le mot parce que c'est pas la vérité de ce que vous avez appris au sujet de ce mot-là. Si personne n'est bienveillant envers vous, mais que tout le monde veut plus de bienveillance, c'est un besoin. C'est juste parce que c'est un besoin fondamental qui n'est pas répondu présentement. Fait que c'est pas un mot galvaudé, c'est plutôt un appel aux armes de dire « soyez plus bienveillants ». Pas arrêter de le dire, faites-le. Vous n'êtes pas motivé correctement pour répondre à ce problème-là. Le problème qui est trop utilisé, c'est parce que vous en avez besoin de plus. Fait que je vais être là pour vous donner plus de bienveillance. Puis le rôle de la marque à quelque part ou du brand, c'est de revenir à cette petite étincelle de bienveillance Bingo. qui avait créé l'entreprise, le produit, l'équipe, la communauté, peu importe. Pourquoi tu as choisi ce problème-là à résoudre? Voilà. C'est le pourquoi. Voilà. C'est vraiment ça. Tu sais, Simon Sinek, il nous a écœurés avec le mot « why », encore une fois, parce que c'est partout, mais c'est parce qu'il a raison. Ouais. Elle vient de où? C'est ta chair de poule. Elle vient de où, cette énergie-là que tu n'es pas capable d'expliquer, qui à chaque fois, tu te réveilles, puis c'est à ça que tu penses, puis c'est ça que tu veux faire, puis, tu sais. Ah, wow! J'ai des frissons à y penser. Yay! Ah, Rachel! Ah, Tatiana! Je me parlais encore toute 1 heure, 2 ou 3 là-dessus. J'ai tellement plein d'autres choses, genre, j'ouvre ça comme une deuxième invitation si jamais t'es ouverte. Hey, on fait une série, toi puis moi, hors série. Hors série! On tackle des sujets. Comme ça, du Web 3, let's go. Web 3 next time. Puis là, justement, toute cette authenticité, vulnérabilité, storytelling, il y a plein de choses dont on pourrait tellement parler. Je suis tellement en résonance avec ce que tu dis. Puis, encore une fois, t'es un exemple. You walk the talk. Tu sais, genre, on peut vraiment voir dans ton parcours aussi comment tu le vis. Parce que moi, je pense que aussi, tu sais, il y a beaucoup de réflexions abstraites qui sont faites, puis tant et aussi longtemps qu'on l'expérimente pas aussi comme viscéralement, hein, il y a comme une grande notion. On a parlé du corps sous plusieurs angles aujourd'hui, mais il y a cette incarnation de nos valeurs, puis ça aussi, je trouve que il y a pas assez de marques qui décident d'aller là. Tu sais. Ben, regarde, la solution, c'est parce qu'une marque, c'est pas une personne. Une marque, c'est plusieurs personnes. Fait qu'il faut revenir à la communauté, puis pourquoi ces gens-là sont revenus ensemble? Pourquoi ces gens-là se sont choisis? T'sais, si tu sais pas comment identifier, à la fin de la journée, ta marque, c'est pas ce que tu dis que c'est ce que les autres disent que c'est. Fait que le premier travail à faire, si t'es pas capable de mettre ton doigt sur c'est quoi ta marque, demande-les aux autres. Demande-les aux autres. Que ce soit les autres, ça peut être les gens dans ton équipe, ça peut être les gens dans ta plus grande communauté, identifie-la comme tu veux, mais oui, c'est vraiment ça. C'est pas juste toi qui dictes. Là, moi, je pourrais le dire, hey, moi, je suis vraiment bonne en physique. Je suis écœurante au basket. C'est pas parce que je le dis que c'est vrai, là, mon mari, il serait comme... c'est pas crédible, pas tout pour 2 cents, mon affaire, là. Fait c'est ça. Ben là, ça vient à pourquoi les gens ils sont écœurés du mot bienveillance. Ouais. Là, t'as appris à jouer aux échecs. Oui, j'ai appris à jouer aux échecs. Ah, je parle de moi. Là, je suis une stratège. Là, mon ambition est atteinte. Mais là, tu peux arrêter le syndrome de l'imposteur. Bye bye. Ça prenait juste un enfant de 9 ans. C'était juste ça, mon problème. J'ai stationné pendant 10 ans, mettons. Pour ceux qui l'histoire leur passe 10 000 pieds par-dessus la tête, mon enfant de 9 ans m'a appris comment jouer aux échecs après avoir essayé 30 ans d'apprendre comment jouer le jeu. Mais c'était vraiment son talent de storytelling. Elle a été capable de m'expliquer en 10 minutes ce que des masterclass qui m'ont coûté très cher n'ont même pas été capables de faire. Ça a été formidable. Quel moment humble puis de fierté totale à voir mon enfant être capable de m'apprendre quelque chose. Puis en plus, ça fait la plus difficile dans ma tête. Là, si elle peut m'apprendre comment faire des maths, on va être winner. Next, l'année prochaine. Rachel, si on veut te lire, te suivre, voir où est-ce que tu en es avec tes choses, c'est quoi la meilleure façon de garder contact avec toi?
Fait que je vous dirai pas Instagram parce que mon Instagram, il est vraiment décevant. J'ai essayé TikTok, je suis pourrie sur TikTok, fait que j'ai tout enlevé. Écoute, j'ai essayé, c'était viscéral, c'était horrible. Fait que moi, je suis bonne avec les mots. Fait que si vous voulez me suivre, c'est sur LinkedIn. Venez me chercher rachel.oud sur LinkedIn. Si vous voulez me suivre sur Facebook, vous pourrez pas le faire de façon personnelle parce que c'est très, très, très restreint à mes amis, ma famille. Par contre, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook qui est Rachel_l'associable. Et sur Twitter, même chose, Rachel_l'associable. C'est très simple. Google, Rachel, l'associable. Tous les chemins mènent à Rome. Love. Puis là, quand on va parler du Web3, on va parler de Twitter aussi. Oh oui! Oh my God! Il va nous falloir un verre de vin. Ça va nous faire, on va faire un 5 à 7, tu sais, ouais. J'adore. Alors, genre, en tout cas, j'ai plein d'idées. Rachel, c'est vraiment un plaisir. J'ai adoré, genre, reconnecter avec toi. Puis, toujours pleine d'intelligence, de belles histoires. Oh, et j'ai hâte qu'on continue cette conversation. J'ai hâte à notre prochain date ton GC. Yeah! Merci à toi. Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.